Aujourd'hui, on s'attaque à un des romans les plus provocateurs jamais écrits, Les Infortunes de Laverture du Marquis de Sade. C'est une œuvre qui a été pensée non pas juste pour choquer, mais vraiment pour poser une question fondamentale et assez dérangeante sur la nature même du monde dans lequel on vit. Dès le début, dès la préface, Sade met les pieds dans le plat. Ce qu'il nous dit ici, c'est que ce livre n'est pas une simple histoire. Non, c'est une quête philosophique. Son but, essayer de comprendre la logique, s'il y en a une, derrière la providence, le destin, pour en tirer un mode d'emploi, un plan de conduite, pour s'en sortir dans ce monde qui a l'air si souvent arbitraire et cruel. Et voilà la question qui découle de tout ça, c'est le cœur du réacteur. Le roman entier, il faut le voir comme une expérience de pensée, une sorte de laboratoire littéraire qui a été conçu pour tester cette hypothèse absolument terrifiante. Sade nous invite à observer, presque cliniquement, ce qui se passe quand on pousse la vertu et le vice à leurs extrêmes. Alors, comment il met ça en place ? Eh bien, l'expérience commence avec deux sœurs, Justine et Juliette. Elles sont orphelines, leur père a fait faillite, il s'est enfui, bref, elles se retrouvent seules au monde avec à peine 100 écus chacune. Et là, elles doivent faire un choix sur la manière de survivre. Et dès le départ, le contraste est saisissant. Les deux sœurs sont des opposés parfaits. D'un côté, on a Justine, la plus jeune. Elle incarne la pureté, la foi, la candeur. Elle est convaincue que la bonté finit toujours par payer, donc elle choisit le chemin de la vertu, coûte que coûte. De l'autre, il y a Juliette, l'aînée. Elle est plus pragmatique, elle représente l'artifice, elle ne croit en rien. Elle choisit de prendre le monde tel qu'il est et d'utiliser tous les moyens nécessaires pour s'en sortir. Bon, commençons par suivre le chemin de Justine. Et accrochez-vous bien, parce qu'à chaque fois qu'elle va essayer de faire le bien, l'univers tout entier semble se liguer contre elle pour la punir de la façon la plus brutale possible. Comme on le voit sur cette chronologie, la cadence de ses souffrances est juste implacable. À peine sortie du couvent, elle est rejetée, puis elle est réduite en esclavage, faussement accusée de vol, emprisonnée. Plus elle s'accroche à ses principes, plus son destin devient cruel. C'est un cycle sans fin, où la bonté est systématiquement punie. Et là, on arrive à un tournant. Là Dubois, une criminelle qui l'a aidé à s'échapper de prison, lui propose une place dans sa bande. Une place qui lui garantirait la sécurité et même la prospérité. Mais Justine refuse. Catégoriquement. Elle préfère, comme elle le dit, s'en tenir aux épines de la vertu plutôt qu'au laurier du crime. Et c'est là que Sade nous présente une des nombreuses philosophies libertines du roman. Pour la Dubois, le raisonnement est simple. Dans une société profondément injuste, le crime n'est plus un choix moral. C'est une réponse logique, c'est même légitime face à l'oppression des riches. C'est une sorte de justification sociale du crime poussée à son extrême. Son chemin croise ensuite celui du marquis de Bressac. Au début, il a l'air d'un sauveur, mais il va vite la mettre à l'épreuve de la manière la plus horrible qui soit. Il lui ordonne d'empoisonner sa propre mère. Justine est forcée de choisir. Sa loyauté va-t-elle à la vertu ou à son maître ? Et pour justifier cet acte monstrueux, Bressac expose sa philosophie et elle est glaçante. Pour lui, le meurtre est un non-événement. La nature, c'est un cycle permanent de création et de destruction. La vie d'un être humain n'a aucune valeur particulière. C'est une vision du monde purement matérialiste, froide et complètement amorale. Et bien sûr, que se passe-t-il quand Justine fait le choix de la vertu ? Ça se retourne contre elle, de la pire des manières. Non seulement elle ne réussit pas à sauver la mère de Bressac, mais en plus elle est punie pour avoir essayé. Sa vertu est encore une fois la cause directe de sa souffrance. Bon, maintenant changeons de décor. Passons à sa sœur Juliette, et voyons comment l'autre moitié de l'expérience se déroule. Et si le chemin de Justine était une lente descente aux enfers, celui de Juliette, c'est une ascension fulgurante. La méthode de Juliette est d'une simplicité brutale. Chaque vice, chaque crime est une marche de plus vers le sommet. Le mensonge lui apporte des amants puissants, le vol lui apporte une richesse immense, et même le meurtre ne fait que consolider son pouvoir. Elle prospère précisément parce qu'elle a abandonné toute forme de morale. Mais attention, Sade est plus malin que ça. De temps en temps, le narrateur intervient, comme ici, pour nous dire que ce bonheur n'est qu'une façade. Il suggère que Juliette, malgré toute sa richesse et son pouvoir, souffre en secret, rongée par le remords. C'est une nuance très importante, qui vient compliquer un peu la simplicité de l'expérience. Et puis, après 15 ans de séparation, le destin ou le hasard va finalement réunir les deux sœurs. C'est à ce moment-là que l'expérience philosophique de Sade va atteindre son point culminant. Imaginez la scène. Juliette, devenue la richissime comtesse de leurs anges, est dans son carrosse, tout confort. Elle voit passer une misérable prisonnière enchaînée qu'on emmène à l'échafaud. Poussée par une sorte de curiosité morbide, elle s'arrête, s'enquiert de son histoire, et découvre avec stupeur que cette femme brisée n'est autre que sa propre sœur, Justine. Et voilà,
Le face-à-face final, l'aboutissement de l'expérience de Sade. La vertu enchaînée face au vice triomphant, drapé dans la soie. Et là, on se dit « Ah, c'est peut-être ça la morale ». Pour la toute première fois, on a l'impression que la thèse de Sade va être retournée. Juliette, grâce à sa fortune mal acquise, va sauver Justine. Le vice, finalement, va se mettre au service de la vertu. On nous laisse vraiment croire à une fin heureuse. Après des années et des années de souffrance, Justine est enfin en sécurité. Son nom est lavé, elle est riche, elle a retrouvé sa sœur. La morale semble sauvée in extremis. Et c'est là que le couperet tombe, de la façon la plus brutale, la plus absurde, la plus définitive qui soit. Au sommet de son bonheur retrouvé, au moment précis où elle est enfin en sécurité dans le jardin du château de sa sœur, Justine est frappée par la foudre et meurt sur le coup. C'est comme si la Providence elle-même donnait la réponse finale et la plus cruelle à toute l'expérience. Alors, quoi penser de tout ça? Après un tel déchaînement de cruauté, une injustice aussi totale, quelle peut bien être la morale de cette histoire? C'est ici que Sade nous achève. Le roman se termine sur la morale la plus conventionnelle, la plus pieuse qu'on puisse imaginer. Oui, la vertu souffre sur terre, mais c'est pour être mieux récompensée au ciel. Une conclusion qui semble en contradiction totale avec les 300 pages qu'on vient de lire. Et c'est ça la question finale. Faut-il prendre Sade au mot? Est-ce qu'il affirme sincèrement sa foi en suggérant que les voies de Dieu sont juste impénétrables? Ou est-ce que c'est l'ironie suprême, une façon de se moquer de la morale et de la religion en montrant à quel point elles sont absurdes face à la cruauté du monde réel? La réponse, bien sûr, n'est pas dans le livre. Elle est laissée à l'appréciation de chacun.